Dans le cadre de la rubrique Livres en partage, nous recevons aujourd'hui Jean Glavany, auteur de 3000 ans après Ulysse, paru en mars 2021 aux éditions Edicence. Bonjour Jean Glavany. Bonjour. Alors pour les gens comme moi qui vous connaissent comme l'ancien directeur de cabinet de Mitterrand, le ministre de l'Agriculture, le député des Hautes-Pyrénées, votre livre a été une surprise. En fait, vous êtes un marin. Oui, ça c'est mon jardin privé caché. J'aime la nature, j'aime aussi beaucoup la montagne. Je suis aussi montagnard, mais vous savez, beaucoup de marins étaient des montagnards aussi. Tabarly était un sacré montagnard qui aimait passionnément aller en montagne chaque hiver. Et donc je suis marin par mon enfance en Bretagne, par mon apprentissage de la voile très tôt quand j'étais adolescent et par mes pratiques depuis assez incessantes. Donc j'ai navigué d'abord en Bretagne, puis ensuite un peu plus loin, et puis en Méditerranée, et puis à travers le monde. Et c'est une de mes passions qui a beaucoup marqué ma vie, assurément. Elle ressort certainement dans ce livre. Juste un petit détail, je n'ai pas bien compris ce qu'était votre voilier, parce que vous parlez du bar des Anglais, c'est-à-dire c'est un pont supérieur. Vous pourriez un peu nous le décrire avant qu'on parte en voyage avec vous? J'ai eu beaucoup de bateaux. Au début de ma vie, j'avais des vieilles coques, parce qu'on n'avait pas les moyens. Quand on était étudiant, on achetait des vieilles coques qu'on passait en bois, qu'on passait notre temps à rénover. Et souvent, on rénovait plus on bricolait plus les bateaux qu'on naviguait dessus. Depuis une vingtaine d'années, je suis copropriétaire avec, au début on était 4, maintenant on est 3, ce sont des Rochelais, nous sommes propriétaires d'un catamaran. En fait, on est à notre 4e catamaran que nous partageons donc à 3 et qui est un bateau, donc les catamarans sont des bateaux à 2 coques qui sont stables, qui ne gîtent pas, ça a un avantage énorme, qui ont beaucoup d'habitabilité et qui sont des bateaux qui marchent beaucoup et bien quand le vent les pousse, plus difficilement quand ils sont contre le vent, voilà. Bien, donc avec ce catamaran, nous allons partir en Méditerranée. Vous suivez le périple d'Ulysse, le héros d'Homère, et surtout, vous reprenez les allégories qu'il y a à chaque escale en les interprétant selon l'actualité de l'époque. Alors je voudrais juste commencer par, on ne va pas prendre toutes parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais il y en a 2 qui sont très démonstratives. Le cyclope anthropophage, image de la barbarie, et quand vous l'évoquez, vous foncez sur les côtes libyennes. Pourquoi ? Quand j'aborde cette allégorie de la barbarie des cyclopes, j'essaye à chaque fois, non pas quand je suis parti sur les traces d'Ulysse, c'est pas pour retrouver Ulysse, c'est pas pour retrouver les lieux qu'il a fréquentés, même si ça m'arrive dans ce périple, c'est pour retrouver ces allégories et au fond essayer de transposer au XXIe siècle, 3000 ans après Ulysse, ce que sont ces cyclopes, ces lotophages, ces lestrigons, ces sirènes, et savoir en quoi elles se sont transposées. Et cette barbarie, je l'ai retrouvée en Méditerranée à travers un phénomène dont on entend quand même assez souvent parler dans les médias, c'est-à-dire ces centaines, ces milliers de morts, même si les chiffres ne sont pas souvent assez mis en valeur, de ces migrants qui meurent au milieu de la Méditerranée, et notamment au large des côtes libyennes. Et je considère que notre civilisation actuelle, la civilisation méditerranéenne en tout cas, est une civilisation barbare à cet égard, dans la mesure où elle laisse mourir ces pauvres malheureux d'une manière tout à fait inhumaine. Et c'est ça que j'ai voulu déterminer. Et pour nous, marins, qui avons le droit maritime ancré à l'âme et à la culture et à la formation, pour nous, le droit maritime international nous a toujours inculqué que si un bateau à proximité est en situation de détresse, et il envoie des appels de détresse d'ailleurs sur la radio, sur le canal 16, et notre devoir absolu est de nous détourner pour lui porter secours. Ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie de me détourner de ma route pour aller porter secours à des naufragés. Ça m'est aussi arrivé de faire du sauvetage en mer avec la Société nationale de sauvetage en mer, avec mes copains bretons. Et à chaque fois que je vais là-bas, je me mets d'ailleurs en alerte pour être disponible pour aller faire des sauvetages. Et cette tradition du sauvetage, elle est une tradition purement humaniste, au sens où quand un être humain est en danger de mort, en danger de noyade en l'occurrence, on ne lui demande pas ses papiers, on ne lui demande pas sa couleur de peau,
On lui demande pas s'il est en situation régulière. On lui demande pas d'où il vient, comment il s'appelle. On lui demande pas quelle langue. On le sauve. Après, on discute. Mais d'abord, on le sauve. Et cette tradition de sauvetage humanitaire au sens pur du terme, elle est bafouée par des tas d'intervenants que sont d'abord les passeurs, qui sont d'épouvantables, comment dire, je dirais le mot salopard, qui s'enrichissent d'une manière épouvantable auprès de ces pauvres malheureux en leur faisant payer des fortunes pour pouvoir traverser sur des bateaux qui sont dont le caoutchouc, parce que ce sont des bateaux pneumatiques, sont à peine plus épais que ceux des ballons gonflés de nos enfants. Et qui donc, à la moindre éraflure... Ce qui est presque étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts. Mais il y en a des milliers de morts. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en parle pas assez, oui. Oui, mais il y en a quand même qui arrivent à passer, parce qu'on avait fait une fois un calcul, c'était presque... On avait traité l'immigration, et entre autres le passage par la Libye, qui est horrible, parce que vous l'évoquez aussi, la mise en esclavage de ces gens en Libye, qui est absolument effroyable. Mais finalement, il y en avait quand même pas mal qui arrivaient à passer... oui. Et alors, donc, ces passeurs sont des salauds, au sens pur du terme, mais puis aussi ceux qui aussi se greffent sur ces passeurs, ceux dont vous parliez à l'instant, ceux dont vous parliez à l'instant, sont ces esclavagistes en Libye qui se font prisonniers. Ceux qui arrivent en Libye et qui aspirent qu'à traverser la Méditerranée les font prisonniers, parfois les revendent comme esclaves, les torturent, et puis ensuite les vendent aux passeurs, et c'est épouvantable. Et puis il y a la barbarie de l'Union européenne, et en tout cas de certains gouvernements. Je sais bien que le problème de l'immigration est un problème compliqué, difficile, et que je ne conteste pas le droit des États, et des États européens en particulier, à avoir des lois et règlements qui réglementent l'immigration, qui peut-être la contingente, etc., ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose qui pour moi est intangible, les êtres humains en danger, d'abord on les secourt. Et cette règle-là est bafouée par l'Union européenne, et ça me choque, et je le dis, et c'est un chapitre qui est une sorte de cri de colère. Ouais. Oui, ce cri de colère, on le ressent bien dans ce que vous venez de dire et dans votre livre. Une autre allégorie, Charib et Scylla, ce passage quasiment infranchissable, périlleux, et avec l'expression « aller de Charib en Scylla », et alors là je crois qu'on vous suit de suite, vous allez à Jaffa, le port de Tel Aviv. Alors ce conflit israélo-palestinien, il est insoluble? Je ne sais pas s'il est insoluble, mais je ne suis pas non plus d'un optimisme invétéré sur le sujet. Donc Charib et Scylla, comme vous le disiez, c'est le détroit de Messine, en fait, le Charib et Scylla, c'est le détroit de Messine. Oui, alors moi j'ai été surpris, j'ai cru pendant longtemps que c'était le détroit de Gibraltar, mais pas du tout. Non, c'est Messine. Ouais. Scylla est une petite ville de la côte italienne qui est côté continental, et Charib c'était un lieu sur l'île de Sicile qui est en face, c'était à quelques milles, et c'est vrai que la mer est très tourbillonnante là. Et j'ai mouillé d'ailleurs à Scylla il y a quelques années, et ce détroit est très impressionnant par ce tourbillon. Et dans l'allégorie d'Ulysse et d'Homère, dans l'Odyssée, Ulysse est ballotté de Charib en Scylla, c'est-à-dire à Scylla où il y a un ogre dans sa grotte qui avale tout ce qui passe, tous les bateaux qui passent à sa portée. Et Charib, c'est les tourbillons qui, etc., engloutissent les bateaux. Et Charib en Scylla, comme vous le dites, c'est cette allégorie qui est devenue dans le aller de Charib en Scylla, dans le langage courant, c'est aller de Malampi. Et donc j'ai recherché, mais c'est pas eu à rechercher beaucoup, dans la civilisation méditerranéenne du XXIe siècle, ce qui allait de Charib en Scylla, et évidemment, c'est le conflit israélo-palestinien. Et donc j'ai voulu en comprendre à la fois l'essence, l'histoire, et savoir pourquoi ce drame allait de mal en pis. Et j'ai rencontré deux, pour moi, grands spécialistes, l'un du monde israélien, du monde juif, qui est Charles Anderlin, journaliste de France Télévisions, qui est franco-israélien, qui vit là-bas, et que j'ai connu il y a longtemps, et que je suis allé retrouver en Israël, et puis le grand spécialiste du monde arabe, qui est Gilles Kepel, pour parler avec eux, pour comprendre avec eux la genèse de ce conflit qui vient de loin. Et à dire vrai,
ce qui m'a assez vite frappé, c'est que quand on regarde de ce point de vue les grands événements ou les grandes mutations qui se sont produites en Méditerranée depuis 3000 ans, il y en a une qui frappe aux yeux, c'est il y a 2000 ans, l'apparition des 3 grands monothéismes. Et ces 3 grands monothéismes, pas refaire l'histoire et surtout pas devant de tels spécialistes de l'histoire mais que vous êtes, mais ces monothéismes ont engendré des intégrismes religieux. Et comme toutes les religions engendrent des intégrismes, et dans toutes les religions, il y a une immensité de pratiquants, de croyants qui vivent leur croyance et leur foi dans la paix, dans la concorde, dans le respect des lois et règlements des républiques ou des États démocratiques. Et dans toutes les religions, sans exception, il y a des intégristes violents qui véhiculent de la violence, de la haine de l'autre, du rejet. Et ce conflit, évidemment, est tout à fait révélateur de ça. Et les 2 intégrismes religieux qui sont face à face, l'intégrisme juif, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, y compris dans l'actualité brûlante, dans le dernier conflit. Ce sont bien des intégristes juifs qui ont envahi la mosquée de Jérusalem, la grande mosquée, et qui sont et qui poussent à ces colonisations. On ne parle pas beaucoup de ces colonisations de Jérusalem, mais il faut aller dans les rues de Jérusalem pour voir. La colonisation de la Cisjordanie. La colonisation de la Cisjordanie est un gruyère extrêmement spectaculaire quand on se promène en voyage en Jordanie. Je suis allé plusieurs fois et encore il n'y a pas très longtemps. Ces colonies ont quelque chose de très provocateur, cette espèce dans ces déserts, ces bulles de civilisation, c'est entouré de murs, de clôtures, et en même temps abreuvé d'eau, d'arrosage, ce dont toutes les terres autour sont privées. Mais il y a une autre colonisation dont on parle peu, c'est celle du quartier arabe de Jérusalem. Et ce quartier arabe, ce quartier musulman, est colonisé peu à peu par des maisons par maison, par des intégristes religieux juifs qui, dès qu'une maison est à vendre ou d'une maison plus ou moins abandonnée, se précipitent dessus et, protégés par la police, mettent des drapeaux israéliens à toutes les portes et à toutes les fenêtres et affichent leur volonté de coloniser ce quartier. Et donc il y a cet intégrisme juif qui est anti-arabe violent, et puis l'intégrisme évidemment musulman qui se nourrit de ce conflit et l'alimente à travers chacun des épisodes de ce conflit où ces 2 intégrismes se répondent l'un de l'autre dans une violence et une escalade qui est sans fin. Je rappelle, parce que ça va sans dire, mais il faut toujours me le dire pour que les gens comprennent bien, Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien qui a voulu faire la paix, qui est mort lors d'une manifestation pour la paix, d'ailleurs un formidable paradoxe et douloureux. Il n'est pas mort ce juif Premier ministre, il n'est pas mort des mains d'un terroriste palestinien, d'un arabe musulman intégriste, il est mort de la main d'un terroriste juif, d'un intégriste religieux juif, qui lui reprochait de vouloir faire la paix. Et ces terroristes, ces intégristes juifs, ils sont au pouvoir avec Netanyahou dans sa coalition depuis une quinzaine d'années, et ça fait des dégâts considérables. Et donc voilà, je me suis intéressé à ça avec Gilles Kepel, avec Charles Anderlin, et c'est pourquoi j'ai fini par un plaidoyer pour une Méditerranée laïque, c'est-à-dire au fond, c'est quoi la laïcité ? C'est la capacité des religions à vivre ensemble dans la paix et la concorde, c'est de dépasser nos différences, pour un intérêt supérieur. Et quel pourrait être l'intérêt supérieur de la Méditerranée si ce n'est la paix, Donc la solution, c'est la laïcité bien comprise. Donc à chacune de ces escales, et Dieu sait qu'il y en a, il y a une interprétation, il y a un problème, il y a une rencontre. Et on en fait tout le long des rencontres. Je voudrais citer Jean-Hugues Colonna, Jean-Noël Jeanneney, je voudrais citer Roland, mais je pense qu'il faudrait laisser au lecteur le soin de découvrir qui est Roland, parce que c'est un des temps très forts dans votre livre quand on suit cette histoire. On y rencontre aussi Albert Camus, vous dialoguez avec Albert Camus, vous parlez de l'amour. Et aussi on trouve dans une citation de Camus qui explique peut-être la philosophie de l'Odyssée, la mort à Ithaque plutôt que l'éternité avec Calypso.
est-ce que le sens de l'Odyssée, c'est l'acceptation de la condition humaine? Oh, assurément. Oh, assurément. Et d'ailleurs, cette phrase de Camus est formidablement révélatrice. Calypso, c'est cette femme cette déesse qui fait prisonnier Ulysse et le retient prisonnier 7 ans. On dit toujours le voyage d'Ulysse est incroyable, il a duré 10 ans. Oui, mais 7 ans prisonnier, en fait son voyage a duré 3 ans. C'était pas trop mal chez Calypso, donc. Et alors chez Calypso, lui et ses hommes sont dorlotés, choyés, nourris, logés, blanchis, aimés. Et Calypso couvre Ulysse de son amour passionné. Et elle promet l'éternité à Ulysse, mais celui-ci, qui n'a qu'une idée en tête, c'est retrouver les siens à Ithaque, va choisir effectivement le retour à sa condition d'homme mortel plutôt que l'éternité avec Calypso. Et j'ai voulu retrouver ça à travers cette rencontre avec Camus. Pourquoi Camus ? Parce que comment parler de la Méditerranée sans parler de Camus ? S'il y a un Méditerranéen, un intellectuel, une grande lumière intellectuelle de notre temps, c'est bien celui-là, et que cet homme né au bord de la Méditerranée, à Alger, habitant ce modeste 2 pièces de la rue de Lyon, et qui plus est va accentuer, aimant se baigner, se nourrir de l'eau méditerranéenne, se baigner, nager dans ces eaux. Et Camus qui a vénéré les ruines de Tipaza, qui sont un des sites archéologiques les plus sublimes de Méditerranée. J'en ai vu beaucoup, il m'en reste encore quelques-uns à découvrir, mais enfin j'en ai vu beaucoup. Tipaza, c'est assez éblouissant, et ici, y a-t-il marqué sur une stèle de Tipaza, on comprend ce qu'Aimé veut dire. Et cette citation de Camus qui est très révélatrice. Et je suis allé à la rencontre de Camus. C'est un exercice littéraire un peu audacieux de ma part, donc je vous prie de m'excuser, ou j'ai le lecteur de s'excuser, mais j'avais envie de le rencontrer, parce qu'on a le droit de rencontrer des morts, d'abord on les rencontre en pensée au quotidien, et celui-là, j'avais envie de le rencontrer à Tipaza, justement, dans le bistrot dont il parle, sur le port, dont il parle dans les noces à Tipaza. Et j'ai entamé un dialogue avec lui, qui est un dialogue imaginaire dans sa conception, mais parfaitement respectueux de la parole de Camus, puisque toutes ses interventions dans ce dialogue sont évidemment tirées au mot près de son œuvre. Et j'ai voulu faire ça parce qu'au fond, j'ai retrouvé récemment, alors que ma jeunesse, ma vie entière a été baignée de la littérature camusienne et de son œuvre, que je relis régulièrement. Et puis il y a quelques années, j'ai eu le bonheur, comme beaucoup d'entre nous, de découvrir cette correspondance entre lui et Maria Casares, que la fille de Catherine Camus, la fille de Camus, a rendu publique, plus de 1000 lettres d'amour fou, un peu comme l'amour qui reliait Calypso à Ulysse. Et j'ai voulu parler aussi de cet amour avec Camus, parce que je trouvais qu'il était à Tipaza, justement pas loin de la grotte où Calypso gardait Ulysse. Parler d'amour fou s'imposait. Non, c'est une des belles rencontres du livre. Et puis vous rencontrez aussi Clémenceau. Alors je voudrais faire quelques citations. Vous citez Clémenceau qui a fait une préface à un livre qui s'appelle Le Grand Pan. Essai de philosophie tout à la gloire de l'hellénisme et du paganisme, dont la souveraine humanité a été détrônée par la victoire du judéo-christianisme. À la vie pour vivre va succéder la vie pour mourir. Citation de Clémenceau. Et puis il y a une autre citation qui est celle de Gilles Kepel. La Méditerranée a accouché de l'hellénisme comme berceau de la démocratie, le basculement d'une société polythéiste et démocratique vers des monothéismes où l'au-delà dicte sa loi sonne comme une sorte de fin de la démocratie. Alors je me demande si là vous ne décrivez pas un basculement qui est un choc de civilisation, et je crois que vous utilisez le terme de choc de civilisation. Quand on est passé de cette civilisation hellénique à la civilisation du monothéisme. J'accepte totalement votre remarque et votre questionnement. Quand vous demandez, je me le demande avec vous, si on n'a pas assisté, quand je dis le grand choc des 3 derniers 3 millénaires, en 3000 ans, c'était l'apparition des monothéismes.
Et quand on va effectivement un peu plus loin dans les choses, tout à l'heure j'ai parlé non pas de l'écume des choses, c'est une écume extrêmement violente et barbare, celle des intégrismes, mais quand on regarde d'un point de vue philosophique les choses, quand on approfondit, ces deux citations de Clémenceau que j'ai elles sont fortes, hein, sont très... et celles de Keppel qui vont dans le même sens et qui correspondent tout à fait, et d'une certaine manière que Camus a développé lui-même, c'est Camus l'athée, méfiant à l'égard des religions, mais en même temps tolérant. Ben oui, il s'est posé les mêmes questions, c'est-à-dire au fond cet hellénisme qui a procédé à l'émergence de la civilisation méditerranéenne et qui était sur la base d'un polythéisme, de multiplication de dieux ou de déesses, je vais dire, pas tous gentils, mais enfin, parce qu'ils étaient multiples, ils étaient divers. C'est parce qu'ils étaient divers, on faisait l'objet des choix. Vous citez une ribambelle de dieux et déesses qui sont tellement humains, quoi, ça Oui, se retrouve. absolument, c'est le polythéisme, et donc, au fond, qui entretenait cette diversité, j'allais dire démocratique. Oui, au fond, c'est pas un abus de langage, en tout cas sûrement pas un abus de pensée. Et le polythéisme, et le monothéisme qui arrive derrière, avec les monothéistes qui arrivent d'abord avec leur concurrence et leur proximité géographique qui devient vite une concurrence sauvage ou violente, et dans laquelle il ne faut pas surtout, exempter la religion catholique, qui elle-même, par les croisades ou d'autres formes de barbarie, a participé de cette violence entre les religions, mais qui sont des monothéismes qui, en posant avec une forme d'obsession la question de l'au-delà, c'est-à-dire la question de la mort, de mon point de vue, de notre point de vue, dans celui de Clémenceau, dans celui de Keppel, dans celui de Camus, eh bien, pose la question de la vie d'une manière complètement différente, c'est-à-dire au fond, on ne vit plus tellement on est obsédé par la mort, ou on vit moins bien tellement on est obsédé par la mort. Et j'ai connu ça, y compris avec Roland dont vous parlez, mais je n'évoque pas ce point dans le livre, mais que j'ai bien connu comme tellement obsédé par la mort, c'est-à-dire par l'idée de gagner sa place à la droite du Père, là-haut, quand on ira au ciel. Cette obsession fait qu'au fond, on se détourne du bonheur de vivre, parce que quand on est obsédé par l'obsession de l'au-delà, on se prive du bonheur de vivre. Et je pense que ce basculement-là, d'un point de vue de la philosophie politique, ce basculement de l'hellénisme polythéiste au monothéisme en Méditerranée a provoqué un basculement philosophique qui fait que la violence l'emporte sur l'art de vivre, l'emporte trop souvent, pas systématiquement. Alors, je voudrais rebondir sur votre bonheur de vivre et l'art de vivre, parce que votre livre n'est pas qu'un livre de réflexion sur les problèmes, c'est un livre où vous traitez de la beauté de la Méditerranée, de la mer, de la poésie qui tous les chapitres revient. Vous parlez des odeurs de la Méditerranée, entre autres, sans voir une île, vous sentez qu'elle est là. Vous parlez des saveurs, en vous donnant envie de goûter quelques moussaka ou autres plats que vous prépare votre belle-fille. Et donc je reviens sur ce que vous disiez. Est-ce que quelque part, il y a un art de vivre méditerranéen ? Assurément. La Méditerranée a aussi... On vient de parler d'un grand basculement qu'elle a connu, qui est le grand basculement de la Méditerranée en 3000 ans, mais elle garde des constantes et des constances. Elle est toujours aussi belle. Elle est d'une beauté fascinante, elle a des rivages somptueux, elle a des îles qui sont très très enivrantes. Elle a cette beauté inouïe, qui est une beauté naturelle où on a à la fois la beauté du bleu azur de cette mer avec des côtes qui sont à la fois déchiquetées, des roches souvent rouges, des végétations qui viennent souvent jusqu'à la mer, pas partout parce qu'il y a des îles très pelées aussi en Méditerranée, mais même en Grèce il y a des îles pelées au sud et des îles très vertes au nord, dans les Sporades par exemple, ou dans les Ioniennes, côté mer Ionienne, et elle est belle et elle a un climat très tempéré. Elle a un climat très tempéré qui fait que
même s'il y fait froid l'hiver, mais enfin il y a des demi-saisons, des printemps, des automnes et des étés, n'en parlons pas, qui sont absolument délicieux. Et quand un lieu géographique comme ça est aussi beau et avec un climat si favorable, on s'y précipite. Et on s'y précipite depuis longtemps. Et au début, il y a un siècle ou deux, ou trois, c'était des classes très privilégiées qui allaient au bord sur la Côte d'Azur, sur la Costa Brava, etc., sur toutes les... ou qui achetaient des très riches qui s'achetaient une île en Grèce, etc. Et maintenant, plus le tourisme se démocratise, et plus les couches les plus populaires s'y précipitent. Et cette grande beauté, ces grandes, privilèges climatiques de la Méditerranée se transforment en risque majeur. C'est-à-dire qu'on s'est mis à bétonner les côtes, et moi j'ai vu de mes propres yeux, y compris il n'y a pas très longtemps, je suis retourné à Mykonos où j'étais allé il y a 30 ans, je n'ai pas reconnu l'île. Je n'ai pas reconnu l'île. Il n'y a plus une plage sans béton à Mykonos. Il y a des endroits de... Mais bon, la Côte d'Azur, on a connu ça sur la Côte d'Azur, on a connu ça sur la Costa Brava, on a connu ça partout autour de la Méditerranée. Donc on bétonne les côtes, et puis les peuples s'y précipitent. Et donc on comptait des touristes autour de la Méditerranée par milliers au 19e siècle, par dizaines de milliers au début du 20e siècle, par centaines de milliers à la moitié du 20e siècle. Maintenant, on compte ça par centaines de millions. Par centaines de millions. Les statistiques touristiques montrent qu'on a dépassé sans doute les 500 millions de touristes autour de la Méditerranée tous les ans. Alors évidemment, en termes de rejet d'eau usée, de traitement des déchets, d'artificialisation des sols, ça fait peser une menace terrible sur la Méditerranée, mais qui est une menace d'autant plus inquiétante, plus douloureuse que, comme vous le disiez, cette mer est tout à fait subjugante de beauté. Vous avez d'ailleurs un chapitre « Sauver la Méditerranée », ce qui prouve à quel point cela vous inquiète. Mais je crois qu'on va terminer sur cet art de vivre, et on va inviter nos lecteurs à aller retrouver la beauté, la poésie de la Méditerranée 3000 ans après Ulysse. Merci Jean Clavadi. Merci à vous. C'est riche, hein, votre livre. Oui, parfois trop.